Bonsoir à tous, bienvenue à Buenos Aires Calcio pour 30 minutes de football. Merci d'être là. Déjà présent dans les commentaires, ça fait plaisir. Bonsoir au Cotonou Joe. Ce soir, encore 30 minutes pour Buenos Aires Calcio pour donner son avis sur le football. Je voulais aborder trois thèmes. Déjà, les 3 jours en enfer de l'OM. Entre dimanche et mercredi, ça a été une dégringolade, donc je voudrais un petit peu qu'on prenne un peu le temps d'analyser tout ça, de se demander pourquoi est-ce que c'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé, et puis qu'est-ce qui peut se passer ensuite. Ensuite, ce soir, il y a le premier de 3 classicos qui vont s'enchaîner en moins d'un mois. En Espagne, donc il n'y a qu'un seul classico, il est en Espagne. Et là, ce soir, c'est un Real Barça, c'est la manche aller de la demi-finale de Copa del Rey. Donc voilà, je voulais qu'on en parle un petit peu, qu'on regarde un peu l'état des deux équipes, leurs effectifs, et puis, leurs effectifs, on les connaît, mais au moment T, et puis un petit peu ce qui les attend dans les prochaines semaines. Et puis enfin, je voulais un petit peu qu'on discute tous ensemble sur la lutte pour la Ligue des Champions en Serie A, parce qu'il y a 5 équipes qui sont... Alors, je ne mets pas Naples dedans, parce que donc Naples, ils sont sur une autre planète. Mais il y a 5 équipes qui vont se battre pour faire partie des 4 premiers, qui sont qualifiés directement en Ligue des Champions en Serie A. Donc voilà, donc je voulais qu'on en parle un petit peu. En tous les cas, merci à tous d'être là. On va commencer donc avec l'OM, 3 jours en enfer. Si on reprend, je sais pas, les discussions qui pouvaient avoir lieu sur le football, style samedi soir, on avait potentiellement un OM qui pouvait jouer le doublé. Tout le monde se disait, je pense que cette année ils peuvent le faire. Paris est en mauvaise posture. Ils sont qualifiés en quart de finale de Coupe de France contre une Ligue 2 et qui reçoivent en plus. Donc il y avait un petit peu tous les feux qui étaient ouverts parce que ils venaient d'éliminer le Paris Saint-Germain et de faire un match vraiment concluant contre le Paris Saint-Germain. Donc c'est vrai que c'est vraiment terrible ce qui s'est passé. Bon, le match de championnat déjà de dimanche, on en a parlé un petit peu déjà lundi soir, mais ça a été une fessée. Ils ont eu quelques occasions, mais en général, Paris a vraiment dominé les débats. En particulier le duo Mbappé-Messi, avec un plus pour Mbappé qui était vraiment chaud ce soir-là. Donc voilà, donc c'était ça, à la limite, c'était pas forcément surprenant. Enfin, c'était surprenant parce qu'il les avait battus vraiment de façon convaincante peu de temps avant, en Coupe de France. Mais c'était pas vraiment surprenant parce que moi, personnellement, je m'attendais vraiment à ce que Mbappé revienne à un niveau vraiment impressionnant. Contre l'OM, je pense qu'il avait envie de taper du poing sur la table, il l'a fait. Et ça a donné ça. Donc voilà, bon, mais perdre contre Paris finalement, même en championnat, se dire ok, on va jouer la 2e place et on est très très bien placé pour la 2e place. En plus, l'OM est très bien placé pour la 2e place. Paris nous a repoussé à 8 points. Bon, ok, on sera pas champion cette année, on sera pas le Lille ou on sera pas le Monaco ou le Montpellier. Bon, même si je pense que Montpellier a gagné le titre à une époque où Paris était beaucoup moins impressionnant que ces 7-8 dernières années, donc je vais mettre Lille et Monaco en tous les cas qui ont gagné contre des Paris Saint-Germain très 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 haut niveau. Donc voilà, l'OM sera pas ce Paris Saint-Germain là. Donc ça l'OM ne sera ni Lille ni Monaco. Donc ça c'est pas très grave. Mais perdre contre Annecy en quart de finale de Coupe de France, à domicile, au Stade Vélodrome, avec un Stade Vélodrome à guichet fermé, 65 000 personnes, un record en Coupe de France. Ça n'a, je crois que c'est le record d'affluence d'un match de Coupe de France. Donc franchement, ça c'était surprenant. Parce que, ok, en première mi-temps, l'OM a un petit peu dominé les débats, et mené au score un petit peu logiquement, mais en deuxième mi-temps,
Annecy a joué de façon très 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 courageuse. Ils ont joué, même quand ils menaient à quelques minutes de la fin, ils jouaient dans le camp de Marseille, ils conservaient la balle. Bref, ils avaient un niveau de jeu qui était tout à fait acceptable. C'est pas la petite équipe qui s'est mise devant son but, qui a défendu tout le match. Hein. Ok, ils n'ont pas eu énormément d'occasions, mais les 2 ou 3 occasions qu'ils ont eues, ils en ont marqué 2, et ça leur a suffi pour, en tous les cas, être toujours dans ce match-là, prendre même les devants. L'égalisation de l'OM en plus, elle est un petit peu miraculeuse parce que à vrai dire, le petit jeune là qui marque le but, c'est un centre qu'il veut faire. Et puis finalement, en fait, le centre est un petit peu dévissé, et il part directement dans la lucarne. Tout le monde est surpris, le goal lui-même est surpris. Donc en tous les cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi en tous les cas, j'ai pas eu l'impression qu'il ait voulu faire ça. Donc voilà, donc c'était même l'égalisation et finalement le fait qu'ils aillent au tir au but, c'était un petit peu surprenant. Après, ça a donné quand même lieu à une scène un petit peu cocasse pour le public marseillais. C'est qu'il y avait déjà beaucoup de gens qui étaient partis du stade. En fait, ils avaient déjà quitté le stade, et quand il y a eu l'égalisation, on a des vidéos sur les réseaux sociaux de gens de marées, pas de marées, mais en tout cas d'énormément de gens qui reviennent dans le stade pour assister au tir au but, donc c'était drôle. Soit dit en passant, c'est un petit conseil, c'est pas un conseil, mais moi personnellement, je ne conçois pas que on soit supporter d'une équipe et que on reste pas jusqu'à la fin du match. Donc pour moi, qu'on gagne ou qu'on perd, on reste jusqu'à la fin du match pour supporter notre équipe. Et après, oui, on peut partir un petit peu rapidement si on a pris une grosse défaite, mais ça change pas qu'on attend le coup de sifflet final. Donc voilà. Bonsoir Sneakers PSG, et écoute, voilà, un petit point dans les commentaires. Donc Sneakers PSG, on connaît un petit peu son club de cœur, a priori, c'est marqué dans le nom. Donc lui, qu'on compare un petit peu ce club à un club de chèvres. Bon, on n'en est pas là quand même. C'est vrai que là, ils sont en tous les cas dans un très 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 mauvais moment de leur saison. Et le truc, en fait, c'est que parce que hier, finalement, en fait, Annecy, ils méritent leur victoire. Enfin, quand je dis leur victoire, au penalty déjà, mais pas que. Ils méritent leur victoire, finalement, même sur le terrain. Ce que je vous dis, le but égalisateur, il est un petit peu contre le cours du jeu, et c'est un petit peu chanceux. Honnêtement, ils auraient tout à fait pu gagner 2-1. Pour moi, j'ai regardé le match, c'était pas choquant, quoi. Un petit commentaire, soi-disant le meilleur public de France, même à Saint-Etienne, ils ne partaient pas l'année dernière. Oui, parce qu'à Saint-Etienne, ils étaient trop occupés pour essayer de mettre le feu au stade. C'est pour ça qu'ils partaient pas. c'était pas, ou c'était même pour attendre les joueurs pour les taper, comme on a pu le voir sur la dernière journée de championnat. Donc c'est pour ça, ils étaient occupés, les mecs, ils pouvaient pas partir. Donc, bref, à part ça, effectivement, Marseille, en tous les cas, vit une très mauvaise saison, parce qu'on peut considérer que là, maintenant, ils peuvent plus vraiment gagner le titre. Ça m'étonnerait que Paris se trouve avant la fin de saison, et ils ont perdu la Coupe de France. Donc ça veut dire que leur saison va être très calme. En plus, ils n'auront pas ces petits matchs autres que le championnat pour motiver un petit peu tout l'effectif. Donc c'est compliqué, ça va être compliqué, et c'est d'autant plus compliqué que ce week-end, Marseille rencontre Rennes. Alors Rennes en ce moment n'est pas au summum de sa forme, mais ça change pas que Rennes c'est une bonne équipe, et que l'OM peut enchaîner une espèce de triptyque horribilis et faire en sorte que leur saison soit finalement un calvaire sur toute la fin de saison. Alors pourquoi est-ce que c'est arrivé aussi ce match contre Annecy ? C'est que c'est vrai que Tudor, et moi j'en parle parce que je l'ai vu évoluer en Serie A toute la saison précédente avec le Hellas Vérone. Le Hellas Vérone, c'est une équipe, et l'OM, c'est exactement la même chose, c'est une équipe qui aime se faire dominer. Et le plan de Tudor est vraiment exceptionnel, en tous les cas, très efficace, peut-être pas exceptionnel, faut pas déconner, mais très efficace quand ils sont dominés, quand ils n'ont pas à faire le jeu. D'ailleurs, ils ont beaucoup plus de défaites à la maison, je crois qu'ils en ont 6, un truc comme ça, que à l'extérieur. Alors,
parce qu'à l'extérieur, probablement, ils ont moins à faire le jeu. À domicile, ils ont beaucoup plus à faire le jeu, et très honnêtement, ils n'ont pas une qualité de joueur vraiment exceptionnelle à ce point-là pour pouvoir réellement créer un jeu protagoniste, comme diraient certains entraîneurs italiens, parce que je fais cette référence parce que Tudor vient d'Italie, hein, même s'il est croate, il a passé 11 ans à la Juve comme joueur, et puis il a commencé sa carrière d'entraîneur en Italie. Tu les vois gagner à Rennes dans cette spirale négative, c'est ce que je disais, ça va vraiment être très très compliqué. Après, Rennes, la chance qu'a l'OM, c'est que c'est une équipe qui aime avoir le ballon. C'est une équipe qui aime dominer, qui crée du jeu, etc. Et l'OM peut un petit peu peut-être faire une espèce de mission, je me recroqueville un peu, et puis je mets des contres un peu assassins. Parce qu'ils n'ont pas vraiment de playmaker, l'OM, hein, très honnêtement. Et quand tu joues contre une Ligue 2, en fait, tu dois faire le jeu. En plus, quand tu as 65 000 personnes qui sont dans le stade, tu dois faire le jeu, et on voyait bien qu'ils n'étaient pas très à l'aise. Ils n'ont pas des joueurs qui sont techniquement capables de faire des différences en 1 contre 1. Il y en a quelques-uns qui... physiquement font des différences, hein. Tavares par exemple sur le côté, mais techniquement Tavares, une fois qu'il arrive au bout du terrain, c'est quand même très souvent pas précis, il fait quand même assez souvent le mauvais choix, etc. Donc à part lui, vraiment des joueurs qui arrivent à faire des différences, etc., il y en a pas vraiment. Comme tu n'as pas vraiment de vrais playmakers qui arrivent à casser des lignes avec des passes et tout, c'est pas non plus le fond de commerce de l'OM, en fait, ça donne des matchs où, quand ils doivent dominer les débats, ils sont un petit peu empruntés, et là, hier, ça s'est vu très clairement. Donc voilà, et puis en plus, en face, t'as quand même un goal qui a fait le taf, en fait, hein, qui a arrêté les pénaltys. Ils en sont à Annecy à leur 3e séance de tir au but d'affilée. Les 3, ils les gagnent. Donc c'est sûr que quand t'emmènes Annecy au tir au but, t'es pas bien. donc c'est ce qui s'est passé. L'OM était content d'égaliser et d'aller au tir au but, mais en fait, ils sont préparés, quoi. Les gars, ils sont super préparés. Donc voilà. Bon, en tous les cas, c'était pour l'OM. On va voir un petit peu ce que ça a donné ce week-end. Je pense que le match contre Rennes est un vrai match charnière. S'ils le perdent, très honnêtement, ça peut être très inquiétant, même pour la 2e place de l'OM. Ils peuvent tout à fait s'effondrer. S'ils le gagnent, ils peuvent relancer la machine. Voilà. Après, Rennes n'est pas, encore une fois, au sommet de son jeu en ce moment. On va voir. En tous les cas, ça va être un match très intéressant, parce que même pour Rennes, c'est un match vraiment décisif pour l'Europe. Donc, à suivre. Mais bon, l'OM a perdu tous ses objectifs, tous ses rêves, on va dire, en 3 jours. Donc, désolé pour eux, mais malheureusement, il y aura probablement pas de titre et pas de Coupe de France encore depuis 1991. Donc, voilà. On passe au deuxième sujet. On va parler un petit peu de Classico en Copa del Rey. Donc c'est pareil un petit peu. Alors c'est pas pareil, mais là ce soir il y a un match entre le Real et le Barça. C'est le match aller de la Copa del Rey. Et puis finalement le Barça, on a vu, hein, ils ont perdu contre Almeria. Je sais pas si vous avez vu, c'est le dernier de la Liga quand même. Ils ont perdu 1-0 à Almeria, d'accord, mais quand même ils ont perdu. Et ils ont enchaîné avec une défaite contre Manchester United, en tous les cas une élimination en Ligue Europa. Donc ils sont sur 2 défaites d'affilée. Ils ont pas du tout l'attaque, on va dire, titulaire de d'habitude, hein, parce que ce soir ils y vont. Alors le trio d'attaque, hein, attention, hein, c'est Gavi à gauche, Ferran Torres dans l'axe, et le troisième, c'est Rafinha à droite, donc ça c'est plutôt pas mal, mais en tous les cas, il n'y a ni Lewandowski ni Dembélé, les deux ne sont pas là. Ah oui, absolument. Alors, petite correction, tout à fait, t'as raison, Sneakers PSG, c'est pas 91, c'est 89, la dernière Coupe de France de l'OM. Voilà, bon. Donc oui, je remets les choses à leur place. Repartons en Espagne. Donc un trio d'attaque qui est très bizarre, et c'est très compliqué, parce que c'est vrai que
Rafinha est un joueur vraiment impressionnant qui fait des différences vraiment impressionnantes sur son côté, ça y a pas de doute. Mais le problème c'est qu'en revanche Gavi sur l'aile gauche, bah c'est pas trop son rôle, hein. C'est plutôt un milieu relayeur lui. Et puis Ferran Torres a un vrai problème. Alors, non seulement, bon, bah, moi personnellement, j'aime pas trop ce joueur, je trouve pas qu'il ait une qualité incroyable, mais en tous les cas, il y a quelque chose d'objectif sur ce joueur et que tout le monde, personne pourra me dire que c'est pas vrai. Ferran Torres, il est absolument pas décisif devant les cages. C'est quelqu'un qui a un manque de finition qui est assez incroyable. De temps en temps, il a des mouvements qui sont intéressants et il est bon, hein, balle au pied, voilà. Mais franchement, devant les cages, c'est vraiment pas terrible. Donc voilà, Lewandowski est suspendu, Dembélé est blessé. Donc finalement, quand on regarde le banc du Barça, on voit que c'est un peu ça aussi la limite du Barça, hein. C'est que bah voilà, il n'y a pas grand chose. Et puis sur le banc, bah il y a Ansu Fati, mais c'est l'éternel blessé. Il y a et puis en attaque, il va y avoir il va y avoir pas grand monde, ou en tous les cas ceux qui y sont, je ne sais même pas que c'est des attaquants. Donc c'est pour vous dire comment comment c'est pas terrible. C'est un peu des jeunes ou des bref, en tous les cas c'est des gens qui jouent pas souvent. Donc, salut Forza Youth, bienvenue. Oui, donc voilà, donc c'est vrai que l'attaque du Barça de ce soir va être très compliquée. Ils sont sur 2 défaites d'affilée. Ils auraient pu tuer le game un petit peu hier, ce week-end, pardon, en championnat, en gagnant contre le dernier de la Liga, parce que le Real avait fait un match nul. Et finalement, ils se retrouvent avec le Real qui a réussi à prendre un point dans un match compliqué. Ils ont réussi à prendre un point alors que le Barça a joué un match normalement contre un relégable. Donc en théorie, c'est vraiment voilà, pas de chance. Et puis ensuite cette élimination contre Manchester United qui était la semaine dernière, ça a un petit peu compliqué les choses. Le Real est dans la spirale complètement opposée. Ils ont mis un retentissant 5-2 contre Liverpool. Ils ont donc fait un match nul où ils étaient menés contre l'Atlético. Donc c'est plutôt un bon résultat finalement, hein, même si c'était à Bernabéu. Mais bon, ils étaient menés 1-0. Et puis on sait que quand on est mené 1-0 contre l'Atlético, c'est compliqué d'aller chercher la victoire. Donc voilà, donc ils ont égalisé, c'est plutôt pas mal, et je pense, encore une fois, vu qu'ils vont se rencontrer 3 fois d'affilée, là, je crois que ils vont se rencontrer le 15 mars pour cette fois-ci le championnat, le match retour au Barça. D'ailleurs, les 2 prochains matchs, là ce soir c'est à Bernabéu, les 2 prochains matchs sont au Camp Nou. Donc ce sera le prochain match le 15 mars pour le championnat, et puis ensuite le match retour de la demi-finale de Copa del Rey, hein, parce que donc effectivement la Copa del Rey se joue à partir des demi-finales en match aller-retour. Enfin non, d'ailleurs il y a qu'en demi-finale que ça se joue en match aller-retour, parce que la finale se joue en match sec. Donc avant c'était quasi tous les tours qui jouaient en match aller-retour, et la Liga a décidé de diminuer le nombre de matchs, hein, pour favoriser leur club. Donc maintenant, il n'y a plus que la demi-finale. Donc voilà. Donc je pense que ces 3 classicos peuvent faire basculer le championnat, parce que 7 points de retard, c'est beaucoup et c'est peu, surtout quand tu vas croiser déjà effectivement si le Real, qui a battu le Barça au match aller, hein, en championnat 3-1, si le Real bat le Barça, ils reviennent à 4 points, et puis comme on l'a vu, le Barça peut enchaîner peut commencer un espèce de spirale un peu négative de défaite, et 4 points après, franchement, il reste beaucoup de journées, c'est très très faisable pour le Real de revenir. La Copa del Rey, ça peut les marquer vraiment si ce soir le Real fait une grosse prestation et leur met une rouste, sachant que là, ce soir, en plus, le Barça a une équipe vraiment diminuée, surtout en attaque. Donc je pense que le Real a peut-être le momentum en main pour faire basculer ce championnat, et pas que, bien sûr, avoir la Copa aussi, hein, parce que c'est vrai que si la Copa
la Copa del Rey, si le Real a perdu le championnat, si on considère qu'ils ont perdu le championnat parce qu'ils sont loin, bah la Copa del Rey devient inévitablement un objectif vraiment majeur pour le Real. Donc ça peut être assez intéressant le match de ce soir parce que ça peut préjuger d'un momentum qui veut s'inverser pour les deux équipes. Donc on verra bien. Oui, mais n'oublions pas, alors Forza Youth qui nous dit, oui, mais n'oubliez pas que le Barça n'est plus en Coupe d'Europe. Pour la Liga, ça peut aider aussi. Oui, c'est vrai, et en même temps, c'est très gros club. Très honnêtement, la Coupe d'Europe, c'est pas un problème, c'est plutôt un moteur. En fait, pour garder tout le monde concentré, on a tendance en France à souvent dire que la Coupe d'Europe, ça gêne. En fait, la Coupe d'Europe, si tu regardes bien, finalement, les équipes en Europe qui vont loin en Coupe d'Europe, souvent gagnent le championnat, souvent se terminent très très bien les championnats, parce que, moi, je pense sincèrement que c'est plus un moteur émotionnel, de mentalité, etc. Si tu fais des bonnes prestations en Europe, plutôt qu'un frein. Franchement, ton avis sur Xavi, ça c'est Sneakers PSG qui me demande. Pour l'instant, j'ai pas d'avis. Xavi, il est des fois, je trouve que son équipe joue plutôt bien. Très honnêtement, c'est pas arrivé souvent dans la saison. J'ai regardé quand même pas mal de matchs du Barça parce que justement, je voulais voir un petit peu si, avec les 14 553,7 leviers financiers, ils avaient réussi à faire quelque chose de cohérent. Même pas. Au niveau du fond de jeu, tu sais pas trop. Très souvent, c'est de la contre-attaque. En tous les cas, il est absolument pas pragmatique. Hein. Il fait jouer ses équipes un peu comme selon la forme des joueurs, selon l'équipe d'en face, etc. Et je trouve que la qualité de jeu n'est pas bonne. Après, ils ont des très grosses individualités, Lewandowski, Dembélé, Rafinha, etc. Et Pedri. Ils ont donc des très grosses individualités qui arrivent à faire des différences et qui arrivent à marquer des buts, etc. Et c'est pour ça qu'ils sont en tête de la Liga, mais c'est pas par le fond de jeu. Ça, c'est clair. Pour moi, en tous les cas, pour l'instant, je suis pas impressionné par Xavi. Je me dis pas, ah ouais, c'est quand même, tu vois. Je suis plus impressionné par le Bologne de Thiago Motta, et on va en reparler peut-être un petit peu après là, plutôt que par le Barça de Xavi. Voilà. D'ailleurs, si vous avez envie de regarder un match de football italien et vous amuser avec une équipe, n'hésitez pas à regarder Bologne. Bologne fait une super saison. Donc voilà. Forza Youth qui nous dit le Barça me fait penser un peu au PSG. Oui, c'est pas faux, si ce n'est que les stars qu'ils ont recrutées sont quand même des stars très professionnelles comparé au PSG. C'est quand même alors, je parle pas d'Mbappé, mais Messi, Neymar, Ramos, tout ça, c'est quand même pas super pro, c'est un peu en colonie de vacances. Lewandowski, c'est quand même du très très haut niveau. Pedri, Xavi, tout ça, Pedri, Gavi, pardon, désolé, le lapsus. C'est quand même des gens qui sont très impliqués dans ce qu'ils font. Donc c'est ça un petit peu la différence. Les joueurs préfèrent jouer que s'entraîner. Oui, c'est vrai, ouais, t'as raison. Sneakers PSG qui parlait de ma réflexion sur la Coupe d'Europe, il disait tout à fait, les joueurs préfèrent jouer que s'entraîner, mais c'est clair. Bien sûr, quand tu dois jouer un match tous les 3 jours, tu fais pas de foncier, tu fais que de la récupération, et puis tu fais un petit peu de mise en place tactique. C'est beaucoup plus sympa pour un joueur que de se taper des entraînements de 3 heures, enfin de 2 heures, super difficiles et tout, il y a aucun enjeu, il y a rien, c'est des compétiteurs hein, à la base. Hein. Forza Youth qui nous dit oui, mais dans les faits où ça marque pas en équipe, mais plus sur des individualités. Je suis pas sûr de comprendre la phrase, mais c'est clair que c'est vrai dans les faits. T'as raison, d'accord, ok, je comprends la phrase. Dans les faits, en fait, effectivement, c'est un petit peu comme le PSG, en ce sens que ce sont les individualités qui marquent et pas le fond de jeu global de l'équipe. Oui, c'est vrai, d'accord, ok, je suis absolument d'accord avec toi. C'est vrai, sur ce plan-là, je suis d'accord, mais c'est vrai qu'il y a un investissement des stars plus évident qu'au PSG, excepté Mbappé, bien sûr, parce que Mbappé, lui, il est sur une autre planète. Donc voilà. Ok. Effectivement. En tous les cas, on va voir un petit peu. Je pense que je vais regarder ce match parce que j'ai envie de voir un petit peu le Real. Je trouve que le 5-2 contre Liverpool, c'est boursouflé.
Très honnêtement, moi, ils m'ont pas impressionné pendant ce match. J'en ai parlé dans le troisième, pardon, Buonasera Calcio, jeudi dernier. Et je pense que effectivement, pour moi, c'est un petit peu boursouflé. Le Real, en fait, est pas si impressionnant que ça. Donc, je veux voir un petit peu ce que ça va donner contre le Barça. Donc voilà. On va passer au dernier thème de ce soir, hein, le temps avance, c'est la lutte pour la Ligue des Champions en Serie A. Alors, effectivement, la Serie A, on peut se dire, ouais, c'est plus intéressant, le titre est joué, oui, bien sûr, hein, le Napoli a 17 points d'avance sur l'Inter et sur le Milan, donc oui, le titre est joué, excepté accident cataclysmique que je leur souhaite absolument pas, parce que cette équipe doit gagner la Serie A et doit marcher, continuer à faire rêver l'Europe du football. Donc ça me dérange pas. Effectivement, le titre est joué. Mais ça n'empêche que derrière, il y a un classement de Serie A qui est complètement dingue, avec donc l'Inter et le Milan qui a 47 points, la Lazio à 45, la Roma à 44, l'Atalanta à 41. Donc en gros, ces 5 équipes-là sont éligibles pour 3 places. Et cette lutte est complètement dingue. Très honnêtement, franchement, chaque journée, il y a des rebondissements, il y a des changements de position, il y a enfin bref, il y a des équipes dont tu te dis c'est bon, elles sont parties, et en fait non, pas du tout, elles se trouent complètement. L'Inter par exemple la semaine dernière, mais aussi la Roma qui va perdre à la Cremonese qui n'avait pas gagné un seul match Oui, je vais y venir. Je vois en fait les remarques de Forza Juve sur la Juve, mais je vais y venir juste après. Donc, mais je reviens sur la Roma qui perd contre la Cremonese qui n'avait pas gagné un seul match depuis le début du championnat, en championnat, et pas en Copa, parce qu'en Copa, ils avaient aussi sorti de l'AS Roma, donc ça, c'est un peu le chat noir de l'AS Roma, la Cremonese. Mais donc il y a quand même des très grosses surprises. Milan qui a battu l'Atalanta ce dimanche. Donc ça va être très très serré jusqu'au bout, hein. Milan est un petit peu en train de revenir, l'Inter, la Roma, l'Atalanta sont un petit peu en train de caler, ce qui fait que tout s'est un petit peu regroupé. Et la semaine prochaine, enfin là ce week-end, il y a un Juve, il y a Inter Lazio, je crois, et il y a un Juve AS Roma, c'est ça. Non, Naples-Atalanta, mais oui, Naples-Atalanta et AS Roma Juventus. Naples-Lazio. Je vais y arriver, hein, ok. C'est mon dernier mot. Naples-Lazio ce week-end et Roma-Juventus. Donc ça va encore resserrer les choses. Et justement, en venant à ta remarque Forza Juve sur la Juve, effectivement, la Juve, potentiellement, sans ces 15 points de suspension, serait à 50 points et donc serait toute seule deuxième devant les deux clubs milanais à 47 points. Et ça ferait en fait le quatuor, c'est-à-dire Napoli, Juventus et les deux clubs milanais. La Juve a fait appel pour ces 15 points, et on ne sait pas si ces 15 points vont pas être suspendus. Alors ça change pas qu'ils vont peut-être pas... Ils peuvent être suspendus, c'est-à-dire en tous les cas, ils vont peut-être récupérer ces 15 points, la Juve, c'est possible. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le procureur qui a mené l'affaire, en fait, est un supporter du Napoli et a dit ouvertement lors d'une vidéo qu'il était anti-Juve, enfin bon bref. Donc c'était... on va dire que la Juve a essayé de faire peser cette vidéo de tout son poids dans la balance pour que les 15 points qui ont été décidés par le tribunal puissent être annulés. Je ne sais pas si ça va marcher réellement. Ça ne change pas que le 25 mars, ils ont un autre procès pour les falsifications de salaire lors du Covid, et ils peuvent encore prendre un certain nombre de points de pénalité. Donc ils peuvent tout à fait reperdre encore 15 points, même s'ils les regagnent. Bon bref, donc la saison de la Juve est un petit peu bizarre. Mais en tous les cas, ils font ils peuvent prendre moins 20 points, effectivement, sur la deuxième affaire. Donc c'est moins 20 points, il sera à 15 points, il serait limite relégable, ce serait compliqué pour la Juve. Mais en tous les cas, ces derniers temps, ça joue pas super bien. Honnêtement, mais c'est efficace.
C'est du Allegri. C'est pas génial. Franchement, c'est vraiment pas génial. Je sais pas ce que t'en penses, Forza Juve, mais honnêtement, c'est efficace. Les individualités font ce qu'ils ont à faire. Chiesa est en train de revenir gentiment et Allegri est en train de le réintégrer de façon intelligente. Il le met pas titulaire, etc. Il rentre toujours en cours de match, ou des fois il démarre les matchs mais il sort assez tôt. Donc c'est plutôt pas mal. Et puis comme tu le disais un petit peu avant, Forza Juve, on a revu Paul Pogba, qui a joué au football. C'est donc encore un joueur de foot, parce que moi je pensais qu'il était skieur, je pensais qu'il était danseur, bref, je pensais qu'il avait énormément de casquettes maintenant, mais joueur de foot, ça fait quand même très très longtemps que je l'avais pas vu. Donc non, en plus il a fait une rentrée, on va dire, pas brillante, mais rassurante. Moi je l'ai trouvé rassurante, sa rentrée contre le Torino, là, il y avait le derby de la Mole ce week-end. Je l'ai trouvé plutôt pas mal. Okotono Joe qui dit Di Maria il est ouf. Oui, c'est vrai. En ce moment, le niveau de Di Maria depuis qu'il est revenu de la Coupe du Monde, je le trouve très très fort. Franchement, c'est d'ailleurs finalement le détonateur, le vrai playmaker de la Juve, c'est lui, et c'est le seul détonateur qu'ils ont en fait. Il y a pas d'autre. Kostic c'est une machine à centrer, mais malheureusement c'est une machine à centrer à côté. Donc c'est cadré, c'est dans le terrain, mais c'est jamais sur la tête des joueurs, donc c'est un petit peu compliqué. Forza Juve, on est des mazos à s'infliger les matchs de la Juve. Je suis sur une commu Juventus, on est des guerriers à mater les Juve. Ouais, c'est vrai, parce que c'est dommage, tu vois. Honnêtement, et c'est pas parce que c'est la Juve et que je suis supporter du Milan, ça a rien à voir. C'est très honnêtement, regarder des matchs de Inter, de la Lazio, du Napoli, du Milan, et je m'arrête là, volontairement, c'est agréable. Honnêtement, ces quatre équipes sont très agréables à voir jouer en Serie A. Ils ont un très bon niveau de jeu, je trouve. Après, la Roma et l'Atalanta cette saison, c'est quand même plus compliqué, je trouve. La Roma en particulier, c'est quand même énormément de victoires 1-0, etc. Et la Juve, c'est encore plus compliqué, je trouve. Ou en tous les cas, au niveau de la Roma, mais je trouve que la Roma, des fois, ils ont une certaine fluidité que la Juve n'a pas, en fait. Je trouve il n'y a pas de fluidité dans le jeu de la Juve. Donc, bref. En tous les cas, ce que je voulais vous dire, c'est que la Serie A n'est pas morte, loin de là. La fin de saison en Serie A va être franchement titanesque, honnêtement. Alors, pas pour le titre, on est bien d'accord, mais pour les 3 places en Ligue des Champions, ça va être titanesque. En plus, suspendu à l'appel de la Juve, le futur procès de la Juve, donc si ça se trouve, la Juve va revenir un petit peu foutre le bordel dans le haut du classement et ça va encore rebattre les cartes. Donc je pense que je vais, moi, en tous les cas, passer une très très bonne fin de saison en tant que supporter de la Serie A et je suis amateur de la Serie A, on va dire, et je suis vraiment super content que à côté du Napoli, il y a encore plein de suspense. Donc voilà. Forza Juve qui dit « T'inquiète, on prend zéro plaisir à regarder notre Juve. On n'attend qu'une chose, le limogeage d'Allegri, les fans francophones de la Juve. » Ouais, bah ça c'est clair. Je suis tout à fait d'accord. Effectivement, Allegri, c'est un coach d'un autre temps, quoi. Et franchement, et alors là, j'entendais parler des derbies, tu sais, après Allegri. Très honnêtement, si vous avez des derbies à la Juve, ça peut vraiment être cool, quoi. Après, il faut que le club veuille bien lui laisser du temps. Parce que De Zerbi, son plan de jeu, il prend pas en 2 semaines. Il est très possible que la première partie de championnat soit pourrie. Ça change pas qu'il faut pas le lâcher, en fait. Tous les coachs qui ont un plan de jeu un peu élaboré, hein, je prends quelque chose que je connais, c'est-à-dire Stefano Pioli, quand il est arrivé au Milan, moi-même je l'ai pourri comme jamais, mais ça change pas que son plan de jeu, il en avait un, au début, les résultats, ils étaient pas du tout au rendez-vous. Et puis finalement c'est venu, quoi. On l'a vu. Il y a eu un déclic et quand le déclic est arrivé, c'était assez spectaculaire, quoi, le jeu du Milan. Donc voilà, je pense que c'est important pour la Juve que eux enfin ils basculent dans le football de 2022. Ils sont Keblo dans la BBC de 2010.
Déjà, ils ont plus la BBC. Très honnêtement, ils ont plus du tout les défenseurs qu'ils avaient à l'époque. Voilà, et avec Buffon dans les buts. Donc le problème, c'est que se reposer sur la défense, quand tu regardes la défense qu'a la Juve, tu te dis, ouais, c'est pas forcément une super idée, en fait. Voilà. Heureusement, ils ont des bonnes individualités, mais il n'y a pas de liant, quoi. C'est dommage. Voilà. En tous les cas, la lutte entre les 5 premiers va être vraiment spectaculaire, même si la Roma et la DA sont un petit peu en dessous. Hein. C'est Okutunujo qui est supporter de la DA, qui dit la DA me donne envie de regarder le tennis plutôt en ce moment. C'est vrai. Je peux comprendre, mais après... Milan a eu une période incroyable de 8 matchs sans aucune victoire, des défaites complètement de l'espace et tout, un niveau de jeu famélique. Ça va revenir parce que le début de la Juve, de la saison de la Juve, de la DA, était plutôt pas mal. Franchement, ils avaient un bon jeu et tout. C'était compliqué de les rencontrer. Donc voilà. Donc je pense que ça va revenir. Oui, donc voilà. Une petite discussion entre Forza Juve et Okutunujo, c'est un petit peu une thérapie. Hein. Là, ce qui est en train de se passer dans les commentaires, en gros, il y a un supporter un peu désabusé de la DA qui parle à un supporter un petit peu désabusé de la Juve, et je pense qu'il y a un truc qui se passe. Donc voilà. Enfin. Bref, oui, c'est vrai aussi que tous les matchs de l'Atalanta, je sais pas si vous le savez, c'est une information importante, hein, puis on va terminer là-dessus, mais c'est une information importante parce que l'Atalanta est sponsorisé par une marque d'investissement risqué, et c'est contraire en fait à la loi française de faire la pub de ce genre d'établissement. Donc l'Atalanta depuis maintenant, ça doit faire 3 mois, en tous les cas depuis 2023, quoi, je crois que c'est janvier 2023, n'est plus retransmise en France. Donc là par exemple, Milan Atalanta de ce week-end, de dimanche, n'était pas retransmis, j'ai pas pu le voir, et voilà. Donc oui. Sinon, le Milan, sacré retour important avec Zlatan et Maignan. Ouais, alors, Zlatan, très clairement, dans le vestiaire, Maignan, très clairement, sur le terrain. C'est incroyable l'impact qu'il a, comment il rassure les défenseurs, comment il a cette espèce de confiance, de rayonnement sur l'équipe. C'est incroyable. Et puis, on a aussi la très, très grande chance d'avoir Malick Thiaw, qui a explosé au très haut niveau et qui fait un match, en l'occurrence contre Højlund, l'attaquant de l'Atalanta ce week-end, mais un match, là il enchaîne les masterclass, c'est incroyable. Donc voilà, donc c'est bien, on a changé de système, hein. Le Milan a changé de système, ils sont passés en 3-4-3, un petit peu comme l'Atalanta de Gasperini, et ça marche très très bien. Donc c'est pas vraiment un 3-4-3 parce que ça peut être un 3-3-1-2, enfin c'est un peu voilà, ou un 3-3-2-1, un 3-4-2-1, mais bon, quoi qu'il en soit, le système a changé, et la défense à 3 avec Malick Thiaw, Kalulu et Tomori, c'est terrifiant. Honnêtement, s'ils gardent ce niveau-là, ça va être compliqué. Donc voilà. Bon, en tous les cas, ça m'a fait encore une fois vraiment plaisir de passer 30 minutes avec vous à parler de football. Ça va vite revenir, hein. Lundi, certainement qu'on fera un petit point bien sûr sur le week-end de championnat, mais aussi on se projettera sur les huitièmes de finale retour de Champions League qui vont arriver. Là, ça y est, c'est reparti avec des PSG Bayern, avec des Milan Tottenham, avec je sais plus quels sont les autres matchs, mais on en parlera lundi de toute façon. Donc franchement, ça va être génial. J'ai vraiment hâte de me projeter sur cette semaine de Champions League. Donc alors juste un petit dernier commentaire, le nombre d'équipes qui jouent à 3 maintenant en défense, c'est abusé. Oui, c'est vrai, c'est un système qui avant était connoté comme un système défensif, et maintenant en fait c'est plutôt un système offensif, parce que c'est vrai que une défense à 3 est une vraie défense à 3, c'est pas une défense à 5. Donc voilà. Ça devient une défense à 4 de temps en temps quand ça attaque à gauche ou à droite, mais les pistons, en général, restent très hauts, donc sont plus des ailiers qu'autre chose, quoi. Donc voilà. Donc c'est un beau système, je trouve. C'est cool.
Bon, en tous les cas, voilà, n'hésitez pas à suivre Buonasera Calcio, pardon, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, sur Apple Podcast aussi pour écouter les émissions si vous voulez pas les voir sur Twitch. Sur YouTube, vous pouvez aussi revoir toutes les vidéos. Et puis sur toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas aussi à noter Buonasera Calcio. Et merci beaucoup de votre fidélité. Merci beaucoup de tous les commentaires que vous faites. Franchement, je passe des super moments avec vous. J'espère que vous vous amusez aussi. Et puis de toute façon, on se revoit lundi. Bon week-end de football à tous. Allez, ciao ragazzi, ciao.